Yorana Totato Farerira, bonjour à toutes et à tous, nous sommes samedi matin. Le temps est un peu incertain, donc si vous voyez des parapluies apparaître en pleine émission, c'est que ça a un peu changé. Je suis ici avec Minari Taupoa Galnon, notre vice-présidente en charge des solidarités, de la famille, de la condition féminine, des personnes en perte d'autonomie, également donc des LGBTQI+, alors là peut-être j'ai perdu des lettres, et des relations avec les institutions. Yorana. Yorana, Président, et merci pour ce moment de partage avec toi qui est très important pour moi. Alors, avant d'entrer dans tes nombreux portefeuilles, est-ce qu'on peut parler un peu de Minari, la femme Alors, le président Minari, c'est une femme peut-être déjà au grand cœur, parce que c'est comme ça que je me caractérise, toujours dans la bienveillance et puis le désir de toujours trouver des solutions. Tu es une femme quand même avec un parcours un peu particulier. Ceux qui connaissent un peu, qui suivent l'histoire politique de notre pays, savent que tu n'as pas toujours été indépendantiste. Tu l'es depuis maintenant 2013, dans quelques années. Décris-nous un peu ton parcours déjà. Qu'est-ce qui amène une femme toujours active à s'engager en politique, quel que soit le parti? Est-ce que c'est facile d'être une femme en politique? Et comment tu expliques cette transition finalement d'un côté à l'autre? Comme tu disais, Président, mon parcours atypique, c'est déjà au sein de ma famille, puisque mon père, Pierre Galnon-Tehei, qui était déjà à l'époque, a fait la Seconde Guerre mondiale, donc gaulliste à fond, autonomiste. J'ai toujours vécu auprès de mon père qui me disait il n'y a que De Gaulle et rien d'autre, la France et rien d'autre. Faire de la politique dans ma vie, c'était pas vraiment dans mes projets de vie au départ, puisque j'ai commencé une carrière d'enseignante du premier degré. Mais bien vite, ça a été un parcours un peu rapide, comme je dis, au niveau de l'éducation, parce que dès ma première nomination, je me suis retrouvée à côté de l'école normale et on cherchait des enseignants qui voulaient faire de la formation aux adultes. Ben, évidemment, Président, un an après, je faisais de la formation aux adultes. Je me suis pratiquement pas occupée des enfants, en fait. Pourquoi? Ça m'a plu parce qu'en fait, il y avait des déplacements dans les îles et je pense que c'est ce qui fait de moi cette grande aventurière aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup œuvré dans les îles éloignées. Je suis allée à Napuka, Herere, tout, et on connaît pratiquement pas. Je suis allée. J'étais jeune femme et puis tout cela me plaisait. Je voulais aussi travailler dans les institutions nationales, dans l'ONU. Je voulais faire des études, manque de peau. Papa est mort trop jeune. Pour moi, j'avais 17 ans. Je passais le bac et il fallait travailler parce que c'est la vie, quoi. Et du coup, j'ai fait des études par correspondance, donc j'ai travaillé là-dessus. Donc, une éducation que j'ai eue, c'est vraiment une éducation, voilà, il faut respecter la France, il faut respecter les règles, c'est comme ça. Dans mon parcours, c'est vrai qu'en 1995, je ne sais pas, M. Gaston Flosse, qui était président à l'époque, me remarque dans une manifestation, je faisais partie d'une manifestation de jeunes, et il m'a demandé si je voulais pas faire de la politique. Alors je lui ai dit non, pas du tout. Donc ma carrière a commencé comme ça. J'étais conseillère auprès de lui. Et bizarrement, c'est pour ça que je parle de mon parcours atypique, il m'a demandé d'être présidente d'une radio. Donc j'ai été présidente d'une radio que je connaissais pas du tout. Donc il me dit, écoute, tu vas aller te former aux États-Unis. Donc je suis allée 1 mois. Je suis revenue. Et puis voilà. Et petit à petit, en 2000, je me suis présentée aux élections communales. Ça a été mon premier mandat politique. Et je me suis beaucoup intéressée justement à la population, à tout ce qu'on peut faire. Je pense que c'est là que j'ai vraiment été intéressée. Et en 2003, il y avait le projet que M. Jacques Chirac, le président de la République, arrive. M. Gaston Flosse me dit, bon, écoute Minari, tu vas faire une formation à l'Élysée. Ah, bon, président, l'Élysée, c'est extraordinaire, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire à l'Élysée? Ben, tu vas t'occuper du protocole. Imagine-toi, de l'éducation au protocole, il y a un chemin. Et ça a été, je crois, là, ça a été une formation extraordinaire. C'est là que j'ai appris à connaître les institutions, le protocole. Il y a des choses à ne pas faire. Même le protocole avec la reine d'Angleterre, c'est extraordinaire. Quand tu sais que tu es obligé de te baisser, enfin, j'ai appris tout ça en 1 mois.
Et on reçoit Jacques Chirac. Et je pense que c'est là que j'ai vraiment été intéressée par la politique. Et j'ai demandé au président Gaston Flosse à l'époque, oui, je ferai peut-être de la politique un jour. Parce que c'est tout ça, sont les relations qui que j'ai beaucoup appréciées. Donc, pour faire court, en 2004, on perd les élections et en 2008, on gagne. En fait, non, on perd aussi, mais manque de peau. Il fallait, M. Gaston Flosse décide de nous informer qu'on allait se mettre avec l'UPLD, avec le Taveuni. Oui. Je pense que c'est là que ma vraie carrière politique commence. Parce que plusieurs fois, j'ai refusé d'être élu à l'Assemblée parce que c'était plus proche du président du gouvernement à l'époque. C'est ce travail qui m'intéressait. Mais en 2008, je ne sais pas comment il faut expliquer, le fait qu'on me dise qu'on travaille avec l'UPLD, franchement, pour moi, je me suis dit que j'ai quelque chose à faire. Eh bien, c'est comme ça que j'ai connu le Taveuni Attila et surtout j'ai connu M. Oscar Manoutei Temaru. Quand on s'est connus la première fois, il m'a dit « Dis-moi un peu, Minari, pourquoi est-ce que tu aimes ton pays? Dis-moi. » Et moi qui lui dis « Ben non, j'ai envie de servir. Non, mais dis-moi pourquoi. » Et un jour, je lui dis que c'est par respect pour mes ancêtres et par respect pour ma maman que j'aime beaucoup, parce que je sais que maman aurait été très fière que je dise ça aujourd'hui. Eh bien, ce jour-là, il m'a dit « Tu es prête à être dans mon parti ?» C'est extraordinaire. Et je pense que c'est là que j'ai eu beaucoup de force. Donc c'était à ce moment-là, c'était en 2008, et j'étais toujours au Tawera. Et en 2009, en décembre 2009, je décide de sortir du Tawera et d'être la première élue de l'Assemblée non inscrite. Et j'étais seule et je suis restée non inscrite jusqu'en 2013. Et j'ai toujours travaillé aux côtés de M. Oscar Temaru. Je me suis dit qu'en 2013, quand il y a eu la réinscription, puisque j'ai participé à tout ça, j'étais la 29e voix à chaque fois. J'ai permis aussi à M. Oscar Temaru de redevenir donc président du gouvernement en 2011, ce qui fait que de 2011 à 2013, on a vraiment pu travailler sur la réinscription de notre Maoinui, la liste des pays à décoloniser. Donc ça, c'est extraordinaire et je pense que ma vie, je pense que ma vie politique a commencé à ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Et je dis que franchement, la grâce pour moi, c'est même un miracle que je sois vice-présidente aujourd'hui, président. Et ça, c'est vraiment une grâce puisque je dis que tous les deux, toi et moi, j'ai eu ce moment avec toi. C'est vrai que toi aussi, tu sortais un peu du bocal aussi à ce moment-là. Quand je te voyais, je te connaissais pas vraiment. Mais quand je te voyais, je me disais, cet homme-là, il est comme moi. Et je te dis que le fait d'être vice-présidente aujourd'hui, c'est une très grande grâce pour moi parce que tu m'as fait confiance. Et je pense que ma fonction de vice-présidente aujourd'hui, c'est vraiment à toi que je la dois parce que c'est une relation de confiance et c'est toi qui es venu mettre un peu cette notion politique qui est hors norme pour moi parce que c'est une relation de confiance et une loyauté à fond la caisse, tu vois. Et c'est M. Oscar Temaru qui a impulsé ça chez moi au départ, en 2013, en 2009 déjà. Mais en 2013, quand je lui ai dit que j'allais adhérer au Taveuni, 13 février 2013, puisque c'était le jour de mon anniversaire, eh bien, depuis là, c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées aujourd'hui. Je fais ce chemin à tes côtés et pour moi, c'est vraiment une fierté. On migre. Alors, 2 salles, 2 ambiances, hein, je vous l'avais dit, il allait pleuvoir, mon genou m'avait prévenu, il a plu, et donc on a migré ici, au pied du grand escalier de la présidence, et on va reprendre notre discussion avec Minari. Alors Minari, tu es la 2e femme vice-présidente de l'histoire de notre pays, après Eliane Tebaitua, qu'on salue. La vice-présidence, c'est un poste particulier, puisque quand je ne suis pas là, c'est toi qui préside le Conseil des ministres, a toujours essayé de maintenir les équilibres. Voilà, c'est un rôle qui est important. Oui, Président, tout d'abord, je voulais dire que pour moi, c'est vraiment un honneur d'être vice-présidente à tes côtés. Je ne sais pas si j'aurais pu être aussi efficace avec un autre président, je préfère le dire. Parce que ce qui a été primordial
lors de ton choix, lorsque tu m'as dit d'être vice-présidente. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'ai demandé, est-ce que tu as vraiment confiance en moi? Pour moi, c'est une valeur qui est importante, c'est la confiance, c'est la loyauté, parce que je savais que je devais être quelque part toi pendant ton absence. Je ne sais pas si tu vois le travail qu'il faut faire, parce qu'en fait, c'est de se dire qu'est-ce que je dois faire pour que ça fonctionne toujours bien dans le pays quand le président n'est pas là. Et surtout, être la voix du président. Parce que ça a l'air d'être facile comme ça, mais je vous dis, pendant 3 mois, j'ai fait des cauchemars. Hein. Je me demandais si j'étais à la bonne place. D'ailleurs, je t'ai dit, j'ai eu beaucoup de remises en question. Je suis d'ailleurs venue te voir. Et finalement, c'est vraiment toi qui as donné le temps. Tu m'as dit, écoute, Mirail, je te fais confiance. Ben, ce jour-là, lorsque tu m'as sorti cette expression, je dis, si le président me fait confiance, je dois faire quoi? Tu vois? Parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir des directives. J'ai l'habitude d'avoir des directives. Quand tu tiens un poste, ben, quand tu es dans l'éducation, tout est cadré. Hein? Tu sors pas du bocal, quoi. Quand on te dit c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, ben, président, tu sais, les premiers temps, je suis allée lire tout ce qui te concernait. Tu vois? Je pense que ça a été une première étape de ma vie de vice-président. Et quand j'ai compris comment tu fonctionnais, comment tu voyais les choses, parce que je questionnais aussi les membres de ton cabinet pour voir si j'étais vraiment dans les clous, parce que à part les membres de cabinet, ben, dont ta noble épouse aussi, je lui ai demandé conseil plusieurs fois. Et je sais que j'ai vraiment de la chance d'œuvrer à tes côtés, parce que justement, tu me fais confiance et je me dis que c'est primordial d'avoir cette confiance et surtout de cultiver la loyauté chaque jour. Pourquoi? Parce que face au peuple, face aux médias, face à tout le monde, il faut qu'on reconnaisse que c'est vraiment ta gouvernance qui est dans la continuité, qui est perpétuelle. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Eh bien, c'est ce que je me suis appliquée à faire depuis que tu m'as choisi. Et c'est vrai que lorsque je m'adresse au public, c'est toujours avec toi à mes côtés en ton nom. Parce que je sais qu'en tant que vice-présidente, c'est primordial pour que les gens sachent que ce que je fais, c'est dans le droit fil de ta logique, de tes directives. Là aussi où j'ai de la chance, c'est que je dois travailler donc pour les relations avec les institutions. Et on sait que peut-être que ce qui a été notre plus grande difficulté, c'est de travailler avec la majorité de notre parti au niveau de l'Assemblée. Et je te remercie de m'avoir choisi parce que tu sais que j'ai cette expérience au sein de l'Assemblée. J'ai fait quand même 3 mandats au sein de l'Assemblée de Polynésie. J'ai tenu tous les postes, excepté le poste de président de l'Assemblée. Et je sais qu'aujourd'hui, ça me sert beaucoup. Même le fait d'avoir été chef du protocole pendant 5 ans au niveau du gouvernement, ça me sert aussi dans mes relations avec les autres institutions, dont le CESEC et tout. Donc vraiment, c'est un honneur de servir à tes côtés parce que c'est comme ça que je sens ma fonction de vice-présidente, c'est d'être à tes côtés et surtout, c'est de répondre à tes directives et à tes consignes à chaque fois que tu me le demandes. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et c'est vraiment un plaisir de le faire, quoi. Je veux dire, je le fais avec bonheur à chaque fois, hein. Je veux dire, j'ai vraiment aucun problème parce que je sais même avec le gouvernement, avec les ministres, comme tu dis, je suis là, c'est vrai, comme une maman. Parce que je me dis que ce que je fais, je le fais toujours avec amour, président d'abord, avec passion et avec tout mon cœur. Et le jour où je ne pourrai plus répondre à ces critères, ça voudra dire qu'il faudra changer. Voilà, c'est comme ça que je me considère. Alors, femme de cœur, ça c'est évident. Moi, j'étais toujours connue comme ça, toujours active dans les milieux associatifs pour les femmes, pour les défavorisés, les gens qui sont un peu en marge hein, dans notre société. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai formé le gouvernement, je n'ai pensé à personne d'autre pour le ministère des Solidarités. C'est pas un ministère facile, parce que finalement, quand on est ministre des Solidarités, comment dire, il y a rarement des gens heureux.
Il y a rarement des gens sans problème qui viennent vous voir, qui viennent voir les services qui dépendent de toi. Oui. C'est difficile. Oui, Président, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, là où tu as donné un plus aux solidarités, c'est vrai, j'aime à le dire que je gère la misère de mon pays, mais tu sais, Président, quand tu as une maman qui vient te voir, une maman avec son enfant, qui pleure dans tes bras et que tu dis « Maruru Fatreho pour ce que vous faites pour nous », eh bien, je te dis ça, c'est le plus grand bonheur. Il n'y a pas de publicité, c'est pas dans les médias, mais c'est ma vie de chaque jour. C'est vrai que je cherche les problèmes, mais Président, là où je te dis que les solidarités ont de la valeur au niveau de notre pays aujourd'hui, c'est parce que tu m'as permis aussi d'être vice-présidente. Tu sais, le fait d'être vice-présidente et ministre des Solidarités, tu as donné une sacrée valeur aux gens de notre pays. Et tu sais que cette souffrance-là, je te dis, je la transforme en amour puisque tu sais que, tu l'as dit, j'ai géré les femmes donc en difficulté, mais d'abord, j'ai été la première association que j'ai gérée, c'est une association familiale. Alors, c'est l'association de la famille Taupois, au Tépifor, bon, donc tu vois, tout le monde rigole quand je dis ça. Mais je vais te dire, c'est peut-être là que j'ai commencé à être ministre des Solidarités. Parce qu'évidemment, quand tu es président d'une association familiale, il n'y a que des problèmes à gérer. Hein. Tu n'as pas de solution, voilà. Donc, et la famille Taupois, je ne sais pas si tu la connais bien, au purée. Il faut discuter. Donc, je te dis, d'être au Tavini avec M. Oscar Timarou et ma famille Taupois, ben, je te dis, j'ai beaucoup d'expérience là-dessus et surtout, j'ai développé beaucoup de résilience et beaucoup de patience et de maîtrise de moi-même. Voilà. Alors, tu as un service sous ta tutelle, la DSFE, qui est un service lui-même un peu en souffrance depuis longtemps et qu'on essaye de réorganiser, dont on essaye d'améliorer aussi les conditions d'exercice de leur profession, de leur service public. Qu'est-ce que tu peux nous dire de finalement la DSFE quand tu es arrivé et puis aujourd'hui, ce que tu essaies d'impulser, quels sont tes projets pour la DSFE? En 2022, lorsque j'étais toujours à l'Assemblée, j'ai mené une mission d'information justement toutes les formes de violence qu'il y a au sein des établissements scolaires. Et c'est là que j'ai appris à connaître déjà la DSFE quand on m'a dit qu'il y avait beaucoup de postes à pourvoir et tout. Donc la DSFE, je la connaissais déjà à cette époque-là. Lorsque j'ai été ministre des Solidarités, tu m'as nommé ministre des Solidarités en mai 2023, ma première action, ça a été de réunir justement le personnel et de voir avec eux, parce que moi, c'était primordial. Il fallait déjà respecter les humains, quoi, et se dire, on pense d'abord aux agents et on verra après pour les actions. Eh bien, leur demande, ça a été quoi? De mettre en place des ISS. C'est ce que nous avons fait avec la ministre de l'Emploi et c'est ce qu'on a voté au niveau du gouvernement. Donc, ça a été voté, ça a été fait. La deuxième chose, c'est qu'on avait... Les ISS, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le jargon administratif, c'est des indemnités de suggestion spéciale. C'est pour des personnes qui, finalement, font un travail au-delà du travail habituel qu'on demande à un fonctionnaire de l'administration. Oui, c'est vrai. On a tellement d'acronymes, mais il faut aussi que je travaille là-dessus. Alors, la deuxième chose, ça a été aussi la demande des agents, puisqu'on a beaucoup de travailleurs sociaux qui avaient réussi le concours et qui étaient classés en catégorie B alors qu'ils avaient le droit d'être en catégorie A. C'est ce que nous avons fait aussi avec la ministre de l'Emploi, Vanina Kroulas, que je remercie d'ailleurs au passage et que soutenue par toi, Président. La troisième partie, peut-être, c'est la reconnaissance des astreintes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs services du pays qui ont justement cette possibilité de pouvoir récupérer financièrement ce que travaillent, qu'ils ont des heures supplémentaires. Eh bien, c'est ce qu'on a travaillé aussi avec la ministre de l'Emploi. Et surtout, de pourvoir aussi les postes vacants, parce que quand on te dit, tu sais, Fatreho, en France, les travailleurs sociaux n'ont que 30 dossiers à traiter, entre 30 et 40, alors que chez nous, il y en a 80. Alors, comment est-ce que j'ai fait, Président? J'ai travaillé sur une réorganisation possible, la DSFE, et c'est en cours depuis début 2025. Je sais que ce n'est pas facile, comme tu le sais,
Le changement des mentalités est très compliqué. Donc, c'est un travail de longue haleine. Mais je remercie les travailleurs sociaux d'accepter justement, et avec aussi ma collègue Vanina Grolas, il y a des projets aussi de réforme en cours justement pour ces services. Alors, pour moi, ça a été très important et on a été aussi pourvoir des postes. Alors, les postes paysans, il faut savoir que on demande beaucoup de diplômes. Et bien souvent, ce ne sont pas nos Polynésiens et Polynésiennes qui peuvent accéder à ces postes-là. Ils sont très rares. Donc, avec la direction des solidarités, on a décidé de transformer les postes pour aider nos travailleurs sociaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations, je le dis. Il y a encore beaucoup à faire. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons notre projet de Fareora où on peut aussi disperser les travailleurs sociaux. Et dans les îles, c'est la demande des Tavana, c'est de pouvoir aussi avoir des services de proximité dans les îles éloignées. Et ça, je comprends tout à fait. Et je travaille là avec le ministre de la Santé pour travailler justement au niveau des Harat et Yora, si on peut aussi déployer le plus possible de services de proximité, parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui, Président, c'est que la population ressent cette intervention de proximité que nous pouvons faire au niveau de la DSF. On est intervenu plusieurs fois sur des sinistres, que ce soit des incendies, des maisons détruites suite aux intempéries. Ça, c'est aussi une partie de ce que fait la DSFE, d'essayer de recaser ces sinistrés en urgence, de leur venir en aide. Il y a toute la dynamique aussi autour des bons alimentaires, des aides. Est-ce que la population est finalement bien informée à qui s'adresser? Parce que parfois, je reçois des messages de gens dans la détresse qui me disent, voilà, je vis dans ma voiture, j'ai pas de travail, mon mari a pas de travail, on a 3 enfants. Est-ce que tu peux nous aider? Et quand je leur parle de la DSFE, certains sont pas au courant finalement qu'il faut qu'ils s'adressent à ce service. En fait, Président, je te remercie pour cette remarque, parce que c'est vrai que ça a été pour moi aussi une grande problématique. Mais comme je te sais très intéressé par tout ce qui est numérique, eh bien aujourd'hui je me dis que les agents doivent être très au fait du numérique, informés un maximum. À côté de ça, comment est-ce qu'on fait au niveau de la population? C'est vrai que pour les sinistrés, au départ, ça a été une prise en main assez compliquée parce que bien souvent, ce sont les agents qui sont sur le terrain, mais qui ne répondent pas vraiment aux besoins de la population. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont sur le terrain, c'est très administratif, quoi. Bon, toi, tu es, par exemple, on a un sinistré, il est retraité, par exemple, d'une profession, on lui dit, ben toi, tu dépends pas de nous, mais quand on est sinistré, je veux dire, il est difficile de te dire, toi, tu es fonctionnaire, toi, tu n'as pas d'argent. Non. Alors, ce que j'ai fait, Président, ben, d'ailleurs, avec toi, on a fait des interventions de proximité. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'est vrai. Les gens ne savent pas comment faire. Et heureusement qu'avec ce travail en interministérialité, avec le ministre de la Santé, puisque c'est lui qui gère la CPS, on a décidé d'un commun accord que je vais sur le terrain et qu'on facilite les choses pour la population. Qu'est-ce que je dis aujourd'hui? J'avertis toujours la population qu'il faut voir les Tavana en priorité, parce que ce sont les administrés d'une commune. Et dès qu'il y a un sinistre, Président, la première chose que je fais, j'appelle le Tavana. Je dis, si tu as besoin de moi, tu m'appelles à n'importe quel moment, j'arrive. Et ensuite, sur le terrain, cette rencontre avec la population et les agents autour de nous. Donc, on a la DSFE, mais on a aussi les agents de l'OPH. Et je remercie aussi notre ministre du logement de l'OPH, puisqu'il est vraiment au travail en étroite collaboration, parce que c'est tous les deux qui sont concernés dès qu'il y a un sinistre. Et il y a aussi quelque chose de nouveau, Président, et je te l'avais demandé, tu l'as accepté, que je puisse gérer aussi des hébergements d'urgence. Ça, c'est nouveau. On l'a institué par arrêté ministériel en 2023. Et là aussi, c'est un nouveau rôle pour la DSFE.
ok, c'est d'intervenir dans les hébergements d'urgence. Et là, Président, ce que je souhaite faire, c'est de pouvoir avoir des hébergements d'urgence dans les communes. Parce que là, actuellement, il faut que les gens se déplacent et viennent vers Piret, puisqu'on a un hébergement d'urgence à la Cité Grand. Moi, je dis qu'aujourd'hui, de travailler en proximité avec les Tavana auprès des habitants, on sera plus efficace. Et la DSFE travaille aujourd'hui dans ce sens-là. Ça n'a pas été facile pour la DSFE. Et il faut savoir aussi que nous mettons en place aussi un service d'urgence, Président. C'est-à-dire là, je travaille déjà avec les chefs de service, les chefs de cellules dans les circonscriptions, pour qu'on puisse être très efficace lorsqu'il y a un sinistre, quand il y a un problème dans une commune. Tu as deux portefeuilles qui sont très liés, à mon sens. C'est celui de la famille et celui de la condition féminine. Tout à fait. On vient avec Madame Jolicouz, première présidente de la Cour d'appel, de lancer l'Observatoire des violences faites aux femmes et dans le cadre domestique plus généralement. Maintenant, résumer la famille et la condition féminine aux violences, c'est réducteur, il n'y a pas que ça. C'est un outil important, cet observatoire, mais tu as d'autres choses, d'autres initiatives que tu as mises en place. Parle-nous un peu des camps de famille, par exemple, qui sont une initiative que je trouve, moi, extraordinaire. Oui. Président, tout d'abord, je voulais le dire haut et fort, et ça, tu es extraordinaire dans ce sens-là. Lorsque je t'ai demandé si je pouvais ouvrir un observatoire sur les violences faites aux femmes avec la justice, parce que c'est une première dans notre Fénois, et je remercie la première présidente de la Cour d'appel, parce que lorsqu'elle est arrivée en Polynésie, j'étais peut-être une des premières qu'elle a rencontrées, et je lui ai parlé de mon observatoire. Il faut savoir que ça fait partie de notre plan de dignité humaine que j'ai mis en place en 2023, puisque cet observatoire qui avait été déjà demandé par la société civile en 2018, ça a été demandé au gouvernement, mais on n'a jamais pu le mettre en place, à savoir qu'au départ, c'est un observatoire sur les violences que je voulais créer au départ. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit à juste titre, il y a les familles. Parce que, comme tu le sais, pendant des années, je me suis occupée des femmes violentées. Et force est de constater que des femmes violentées, c'est toute une famille détruite. Et c'est surtout les enfants. Et comme tu sais que je pense que c'est ma première préoccupation, ce sont les enfants. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Et ça, moi, ça m'a toujours travaillé. Je me dis, comment je fais pour aider ces enfants? C'est vrai que les femmes sont battues, les femmes sont blessées, mais ces enfants... Parce que ça aussi, Président, je n'oublie pas que je suis aussi la ministre qui doit aider ces enfants en danger. Ne pas oublier qu'on a quand même 900 enfants qu'on doit placer dans les familles, dans les foyers, pour dire que tous ces enfants qui sont blessés, il faut qu'on les aide. Alors, Président, c'est vrai, c'est la mise en place. Je me suis dit, comment faire? Eh bien, c'est de regrouper au sein des familles et de se dire que toutes les problématiques sociales rencontrées au niveau de Maui se retrouvent au sein des familles. Alors, grâce au soutien des travailleurs sociaux de la DSFE, que je remercie, dans toutes les circonscriptions, que ce soit dans les îles ou ici à Tahiti, ces travailleurs sociaux m'ont aidé à identifier les familles en plus grosse difficulté. C'est-à-dire dont le papa a dû faire la prison, où il y a des problèmes d'addiction, où il y a bien sûr des problèmes de violence, où il y a tous les problèmes sociétaux que nous pouvons encadrer. Donc, Président, et je te remercie, je remercie le gouvernement de m'avoir soutenu, parce qu'au départ, c'est vrai que quand je te parlais des comptes famille, c'est toujours le ministère de la Jeunesse et des Sports qui s'en est occupé pendant des années. Et c'est vrai que là, je suis venue vous expliquer devant le gouvernement que pour ma part, je suis aussi ministre des familles et que je veux aider les familles. Donc, on a mis en place ce projet en 2023. C'était une nouvelle mesure au niveau de la DSFE. Donc, j'ai travaillé avec le chef de la cellule de prévention et la direction au niveau de la DSFE. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au départ? On a identifié les besoins. Donc, on choisit ces familles dans les quartiers les plus défavorisés. Et on les retire des foyers pour les mettre pendant 10 jours
les amener dans une île où ces familles sont accueillies par la communauté de l'île. Alors je te parlerai par exemple de Huahine, où on a été accueillis par la commune de Hapo, où même ah oui, j'ai oublié aussi de préciser que ce qui m'aide aussi dans tout ce que je fais pour les familles, ce sont les confessions religieuses. Bien sûr. Que je réunis chaque trimestre, président. Ça aussi, c'est une nouveauté, c'est grâce à ton soutien. Parce que je sais qu'au départ, lorsque je disais ça, ça faisait pas très gouvernement, quoi. On dit toujours, bon, il faut séparer la laïcité de la religion. Eh bien, moi, j'explique à chaque fois qu'on ne peut pas faire. Ça, chez nous. Non. Et surtout, mon discours, c'est de dire aujourd'hui que le gouvernement ne peut plus gérer tout seul les problématiques sociétales actuelles. Même que ce soit l'État, comme je dis, on peut faire ce qu'on veut. On a construit des infrastructures depuis des années et il y a de plus en plus de violence. Alors, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, c'est la gestion au sein de nos familles. Alors, qu'est-ce qui manque à nos familles? Bien sûr qu'on me parle d'emploi, bien sûr qu'on me parle du logement. Mes chers amis, ce qui est important, c'est déjà de respecter déjà ce que nous sommes en tant que papa, en tant que maman, en tant qu'enfant. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils demandent? Eh bien, c'est ce que j'ai fait dans mes comptes famille, c'est déjà de travailler la communication. Président, quand tu sais que quand on mettait les couples ensemble, ils se parlaient même pas. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait leur apprendre aussi à parler, à t'adresser à ta femme ou la femme s'adressait à son mari. Eh bien, président, les premiers temps, c'était que des pleurs. Hein. On avait des pleurs, puisque moi, je participais aussi activement à ces comptes famille. Alors, en plus, on a mis des ateliers de communication non violente, que j'appelle, des ateliers où on apprend à communiquer. C'est pas forcément avec les paroles, c'est aussi avec des gestes, c'est tout le travail que nous faisons. Nous avons aussi des séances de psychologie, mais j'aime pas trop dire ça, c'est plutôt des séances de groupe de parole. Alors, on prévoit même des soirées où les femmes sont seules, où elles sont entre elles. Donc, on met en place des actions de bien-être. Et gérées par une Miss Tahiti, donc par Temanava Domingo, que je remercie, parce qu'on prend aussi des jeunes comme ça qui ont du sens au sein de notre société. Et les hommes, depuis à peu près 6 mois, eh bien, c'est Mr. Tane Tahiti qui vient, 2025, Noari, qui vient aussi animer nos ateliers au niveau des hommes et au niveau des jeunes aussi. Donc tout ça, président, c'est pour te dire que nous avons aussi des ateliers sur la culture, puisqu'au sein d'une île, on va visiter les marais. Tu as aussi les anciens, parce que ça aussi, je les ai fait venir, les Matayapo de l'île, venir raconter les histoires des îles, et surtout, parler, président, de tout ce qui est bienveillance, parce que c'est ça que je veux cultiver au sein de nos familles. Parce que ce sont des familles blessées. C'est vrai qu'on pourrait parler de violence, si tu veux. L'observatoire, ce n'est qu'un outil, je reviendrai là-dessus après. Mais pour moi, c'est de dire aux familles qu'on peut être heureux ensemble. Mais il faut juste qu'on fasse des efforts. Eh bien, président, je dis simplement, ne serait-ce que de dire je t'aime, et j'aime bien, tout le monde rigole quand je dis ça. Je sais que c'est une expression française, mais il y a peut-être ça que les Français nous ont donné de super, c'est de dire je t'aime. Je dis rien que ça. Alors, président, ça peut durer 1 heure entre les familles. Tout le monde rigole, mais à la fin, on se dit, il y a des pleurs, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et quand les familles s'en vont, donc voilà, c'est sur une période de 10 jours qu'on les prend en charge. Alors, c'est pas là qu'on arrête justement notre action. J'ai décidé pour 2026 qu'il y a un suivi avec des séminaires de regroupement, des formations, qu'est-ce qu'on couple. Les enfants aussi seront pris en charge. Je travaille avec le ministre aussi de la Jeunesse et des Sports, je travaille avec le ministre du Logement, je travaille avec la ministre de l'Emploi. Pourquoi? Parce que il y aura 1 an de suivi de ces familles. Donc, j'ai plusieurs personnes qui vont m'accompagner dans cette mission. Et tous les trimestres, on aura des évaluations ensemble avec ces familles. Alors, sur 2 ans, c'est quand même 116 familles, c'est 487 personnes, la moitié sont des enfants, des jeunes. Alors, il y a prise en charge aussi des jeunes. Et c'est là que le ministre de la Jeunesse et des Sports m'a remercié en me disant, Fatriao, c'est vrai que
On met toujours les jeunes tout seuls, mais aujourd'hui, il faut les accompagner aux côtés des familles. Et c'est le travail qu'on fait au niveau de notre gouvernement. Et surtout, c'est ce que je dis, c'est un travail solidaire et communautaire. C'est tout le monde que j'inclus, que ce soit les confessions religieuses, les associations, les communes, les tavanas qui veulent y participer sont les bienvenus. Et à côté de ça, Président, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des actions ponctuelles que je mène dans toutes les îles des Tuamotu. J'y vais, tu le sais, au moins une fois, si c'est pas 2 fois par mois, le week-end. Eh bien, je vais pour des actions de formation et de sensibilisation avec les services du pays, le CEFI, avec la santé. Nous nous déplaçons dans les îles. On était à Arutua, à Huahine, enfin dans toutes les îles, même aux Marquises. Tiens, aux Marquises, on ira encore bientôt. Quelle est l'idée? C'est de sensibiliser les familles, de leur dire quels sont leurs droits, où est-ce qu'elles doivent s'adresser quand il y a un problème. Donc ça répond un peu à ta demande. Parce que pour moi, c'est très important la proximité. C'est vraiment ce qui fait un peu mon ADN, c'est d'aller à la rencontre de la population et de me dire, c'est vrai qu'il y a les services, mais puis en tant que vice-présidente et ministre des Solidarités, le fait de me déplacer vers les îles, ça donne vraiment une autre dimension. Alors parmi tes portefeuilles, il y en a un qui est important, c'est qui rejoint finalement la volonté du gouvernement de travailler sur l'inclusion, c'est celui du handicap, des personnes en perte d'autonomie. Sur ce portefeuille, on a instauré, je dirais, un duo assez détonnant et qui fonctionne bien avec Nathalie Salmon Udiri, qu'on salue, notre déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion. Explique-nous un peu comment vous fonctionnez, quels sont les enjeux. On a beaucoup parlé en Conseil des ministres, souvent de la cotorep, de qu'est-ce qu'on peut améliorer, quels sont les moyens dont on dispose. Alors, évidemment, tout n'est pas concentré dans tes mains, puisque les aménagements des infrastructures, là on le voit, c'est plutôt Jordi, mais ça doit être fait en coordination, en bonne intelligence. Oui. C'est vrai que avec Nathalie, comme tu le disais tantôt, il fallait qu'on trouve en fait nos moyens d'intervention ensemble. Au vu de toutes les problématiques que j'ai dû gérer, c'est vrai que Nathalie, c'est extraordinaire, c'est qu'elle a été de bons conseils. C'est vraiment de nous dire, de me rappeler à chaque fois qu'elle souhaite travailler l'inclusion pour les personnes à handicap particulier. Je l'en remercie d'ailleurs, parce que c'est vrai que ce n'est pas, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, de gérer vraiment ces personnes à handicap particulier, et surtout la dimension de l'inclusion. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'on, grâce à Nathalie d'ailleurs et au conseil de Nathalie, on va mettre en place des assises sur l'inclusion justement. Bien sûr, en parlant des personnes à handicap particulier, mais de vraiment travailler sur l'inclusion. Alors, on a déjà commencé. J'ai commencé aussi un plan autisme, mais on a réuni les gens cette semaine. Nathalie était là, d'ailleurs on travaille avec elle. Je crois que les associations étaient vraiment contentes de cette journée. Hein. Oui, Dieu merci. Voilà, tant mieux. En fait, la nouveauté de notre gouvernement, Président, c'est d'inclure les associations, les docteurs, tout le monde, les dispositifs que nous avons, et d'arrêter de penser que tout peut venir que d'un ministère. Ça, c'est faux. C'est ce que j'ai constaté. Et le fait de faire participer tout le monde, c'est vrai que ça fait une somme de travail, une somme de rencontres. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'intervention de notre déléguée interministérielle, Nathalie, qui est toujours dans la bienveillance par rapport aux associations, et c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, le handicap, grâce justement à ton choix, tu as choisi Nathalie, ça a du sens pour notre population, et je remercie. C'est président, on parle de l'interministérialité, les solidarités, c'est ça avant tout. Je n'ai pas le choix. Je travaille avec le ministre, c'est vrai, des grands travaux pour les transports, et c'est Nathalie qui fait le lien. Je travaille avec le ministre de l'Agriculture pour les familles, le ministre du Logement, ça je n'ai pas le choix parce que on a besoin de logement. Enfin, pour te dire que l'interministérialité, ça a du sens au niveau des solidarités parce qu'il faut travailler en interministérialité pour que la population se rende compte que tout ce que nous faisons, ça a du sens, c'est-à-dire c'est vraiment sauver nos familles polynésiennes parce qu'en fait c'est ça, parce que
Ces personnes en handicap particulier font partie de familles et les familles ont besoin d'être soutenues, ont besoin d'être entendues. Dernièrement, lors des dernières vacances, on a fait un camp de famille avec les familles autistes d'une association. Eh bien, on a vu, je t'assure, on a pris l'association de Carmen Doum, Paneura, pardon. Eh bien, c'est elle qui est venue avec ses éducateurs, ses formateurs, avec les personnes handicapées, puisque c'est plutôt des autistes. Hein. Eh bien, avec les familles, écoute, ça a été, on l'a fait à Montréal pendant une semaine. Ça a été très fort émotionnellement, parce qu'il faut parler aussi des émotions. Les familles pleuraient en nous disant, c'est la première fois que le gouvernement pense à nous. Tu vois, président, c'est ça, moi, mes victoires. C'est quand j'ai des témoignages comme ça, eh bien, je te dis, ça me donne la force de continuer et de déplacer des montagnes pour toutes ces personnes vulnérables du Fénois. Pour rappel, les 2 et 3 décembre, donc c'est très bientôt, il va y avoir ici même à la présidence donc des journées spéciales pour le handicap, oui, avec un job dating qui va faire suite au précédent, mais qui sera encore mieux. Je crois que c'est le 2, job dating, oui, et puis le 3, donc la grande journée autour du handicap, ici même à la présidence. Le dernier portefeuille, pas des moindres, parfois fait un peu polémique, c'est celui des LGBTQIA+. On a été finalement le premier gouvernement à hisser le rainbow flag sur la présidence et sur la vice-présidence en 2023. On le fait chaque année depuis à la même date. Il s'agit évidemment pas de faire du prosélytisme. On n'est pas là pour dire oui, il faut que tout le monde devienne LGBTQIA+. C'est pas ça. Mais il s'agit simplement de rappeler que notre société, elle est aussi faite de citoyens, de frères et sœurs qui ont choisi ces orientations de genre et qu'ils ont les mêmes droits que nous, finalement. Un paysan, c'est vrai que pour moi, ça a été le portefeuille qui a été un peu plus difficile à gérer puisque on l'a jamais fait. Mais ce qu'il y a c'était le 13 mars, ça m'a marqué, 2025. Et j'étais à New York lorsque j'ai appris que tu m'avais donc attribué ce portefeuille. Eh bien, finalement, ça a été beaucoup apprécié, applaudi par nos voisins du Pacifique, surtout l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Eh bien, parce qu'en fait, tu es le premier président à avoir impulsé cette dynamique. Eh bien, après, j'ai appris qu'on était le seul gouvernement au monde, quoi, à avoir ce portefeuille. Tu sais, moi, ça m'a fait, au départ, j'ai dit, ah bon, on dit même en France, même jamais. On parle toujours de l'égalité des chances, tout ça, mais on n'a jamais vraiment eu le courage de le dire. Alors, président, c'est vrai qu'on a eu plusieurs actions. Je suis beaucoup soutenue par l'Australie, par la Nouvelle-Zélande, même par l'État. L'année prochaine, on aura la première conférence des droits humains en Polynésie et c'est une nouveauté parce que ce sont toujours les pays anglo-saxons qui l'ont fait et c'est la première fois qu'on le fera dans un pays français, un territoire français. Alors, je te dis, c'est quand même des personnes qui sont très complexes et qu'il faut vraiment être à l'écoute parce que pour ne pas générer des conflits parce qu'il y a beaucoup de sensibilité. Donc, il faut respecter parce que dans les LGBT, tu as plusieurs mouvements, voilà. Alors, comme je dis, je les reçois, je suis à leur écoute. Alors, la première demande, ça a été de pouvoir avoir aussi des hébergements d'urgence et comme je leur dis, il y a un problème, donc c'est M. Karel Luciani qui est un peu mon référent. Il y a un problème, il y a un LGBT parce qu'il y a aussi des problèmes de violence. En fait, ce sont plutôt des chambres que je leur attribue dans des pensions de famille, donc je les suis. Il y a aussi une prise en charge au niveau des médicaments. Bon, comme tu le sais, je suis obligée de travailler avec le ministère de la Santé et je sais que nous allons les aider surtout dans la lutte contre le sida. Parce que c'est plutôt là qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et vraiment, je voulais saluer le travail des associations parce que je sais que ce n'est pas un domaine facile à gérer.
mais je dis que je le fais en fait par étapes, parce que pour moi aussi c'est une nouveauté. Alors à chaque fois qu'on me dit, ah Fatréo, il faut faire tel truc, à chaque fois j'ai la porte ouverte et je dis, ok, on le fait. On ne sait pas trop comment on va y arriver, mais je te dis que c'est une nouveauté. Alors comme en plus, quand je pose des questions par ailleurs, personne n'a fait, bon, à part de faire des Gay Pride président, comme je dis, bon, des Gay Pride ici, bon, on l'a fait en mini, en catimini avec les associations. Mais je veux dire, c'est vrai que ça aussi, c'est un portefeuille qui, dans les années à venir, risque d'être très important. Je crois que ce qu'il faut arriver à faire comprendre à la société polynésienne, c'est surtout cette notion d'égalité de droits. Voilà, c'est une portion de notre population qui a les mêmes droits que nous, qui a les mêmes obligations également, les mêmes devoirs, hein, parce qu'il y a des droits, il y a des devoirs. Et par contre, on ne se rend pas forcément compte finalement de l'ostracisme qui peut exister, hein, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit dans le milieu professionnel et dans d'autres milieux. Et c'est contre ça finalement qu'il faut lutter. Alors j'ai assisté moi il y a quelques semaines à l'ouverture du premier réseau de périnatalité. J'ai trouvé cette initiative très intéressante et je pense qu'elle vient s'insérer complètement dans la politique de la famille, puisque l'idée centrale de ce réseau qui met finalement dans la même boucle les sages-femmes, les psychologues, les pédiatres, voilà, tous les gens qui sont autour du phénomène de la naissance et de la petite enfance, c'est ce qu'on appelle finalement ces 1000 premiers jours de l'enfant, depuis sa conception jusqu'à ses premiers pas. Mais on se rend compte, et ça rejoint un peu le camp de famille que tu as mis en place, que l'enfant, il n'existe pas tout seul, il existe dans une famille, et si on veut que cet enfant puisse grandir avec les meilleures chances, il faut aussi s'occuper finalement de ses parents. On a parfois chez nous des parents qui sont encore des enfants, on a des enfants qui n'ont pas forcément été désirés, qui sont arrivés, voilà, pas dire par hasard, mais sans avoir été planifié, et on ne s'improvise pas parents, et ça s'apprend, il y a des fondamentaux, et donc toutes ces initiatives, elles sont importantes, je pense, pour que on puisse donner le maximum de chance finalement à chacun de nos enfants. Je suis justement de très près cette mise en place de ce centre-là avec le ministre de la Santé en conseil d'administration de la CPS, puisque c'est en bonne voie. Parce que pour moi, c'est primordial justement de protéger nos enfants, comme je te le disais tantôt. Et c'est vrai que pour protéger les enfants, il faut aider les parents. Alors, qu'est-ce qu'on a comme projet aussi pour ces parents? C'est de mettre en place une école de la parentalité. Mais une école dans laquelle justement il y a aussi la protection de nos enfants en danger. C'est vraiment le centre que je veux mettre en place à la mission à Reimanoutéa, avec le soutien justement des équipes médicales, parce que comme tu l'as cité, avec toute cette panoplie de personnels médicaux, on est obligé d'avoir toute cette panoplie justement pour aider nos parents. Et tu l'as souligné, les parents sont de plus en plus jeunes et donc de plus en plus de violence. Et ces enfants, ces bébés, les 1000 premiers jours, je suis tout à fait d'accord. Il faut vraiment protéger les enfants dès leur conception. Donc, il faut qu'il y ait des centres pareils. Il faut qu'il y ait aussi des centres où les parents se reconnaissent. Et surtout, Bézion, ne pas oublier nos racines et notre culture. Je le dis à chaque fois. C'est vrai que bien souvent, nos parents, nos jeunes parents, ont du mal à parler, comme je te dis, on ne parle pas forcément, ce sont les anciens qui parlent pour les jeunes, et aujourd'hui, les jeunes aussi doivent se parler. Et comme je te le disais tantôt, c'est l'ère numérique où tout le monde est branché, donc il faut réellement faire des podcasts d'information, des podcasts de sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser un maximum et informer un maximum pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, il y a des moyens, mais c'est sûr que si on les ignore, voilà, on reste toujours dans nos familles. Donc pour moi, c'est très important. Donc ce centre qui va être construit l'année prochaine,
et c'est le Poumirahi Aïden, qu'on a nommé Aïden grâce à l'autorisation de la maman de la petite Aïden que nous avons perdue. Pourquoi? Parce que pour moi, il est très très important qu'il y ait une prise en charge de ces enfants en danger dès que possible et surtout par un service du pays. C'est important parce que jusqu'à présent, on a les associations, mais comme tu le sais, Président, les associations ont leur fonctionnement. Bon, nous aidons au travers des subventions, mais aujourd'hui, il faut faire une prise en main aussi de toutes ces problématiques. On ne peut pas les ignorer aujourd'hui. Dans quelques semaines, on va normalement organiser la deuxième maraude des services du pays, de l'État, des associations, donc au profit des oiseaux de la rue, comme les appelle Père Christophe. Ça nous amène à cette dernière problématique dont on va discuter, celle des SDF. Aujourd'hui, il suffit de se balader en ville pour voir qu'ils sont plus nombreux qu'il y a quelques années. Alors, l'explication de cette augmentation, elle n'est pas simple, elle n'est pas unique. Il n'y a pas une seule raison pour laquelle il y a plus de SDF aujourd'hui. C'est lié aussi à la gestion de la santé mentale, puisque beaucoup de ces SDF, au bout d'un certain temps, se retrouvent dans des situations difficiles en termes de santé mentale, ou alors parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale au départ, se retrouvent SDF. On a également lié à leurs conditions les addictions, puisque un certain nombre d'entre eux deviennent un public cible pour les dealers, les embarquent parfois dans leur activité de deal. Donc aujourd'hui, déjà, qu'est-ce qui existe pour les SDF? L'initiative la plus connue, c'est certainement le centre de Père Christophe, qu'on salue au passage, avec ces formations depuis quelques temps qui sont organisées, des formations de cuisine. On a eu la première session qui s'est passée avec des hommes. Là, en ce moment, on a des femmes. Mais au-delà du centre de Père Christophe, qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour les SDF et comment est-ce qu'on peut, je dirais, les accompagner, pas forcément à sortir de la rue, parce que certains ne veulent pas. Il faut aussi se dire ça, certains ne veulent pas sortir de la rue. Mais pour ceux qui le veulent, qu'est-ce qu'on met en place? Ce qu'il faut déjà dire, c'est ce qui est, tu vois, tu l'as dit, les oiseaux de la rue, nous on les nomme aussi les extraordinaires. Je pense que dès le départ, on a peut-être été aussi impulsés. On a été, toi et moi, on voulait être actifs par rapport à ces oiseaux de la rue, puisque je sais que toi aussi, tu as fait la cuisine pour faire des maraudes. C'est comme moi, je les ai suivis aussi avant qu'on soit au gouvernement. Alors, notre sensibilité, comment est-ce qu'elle s'est traduite? D'abord par la mise en place d'un foyer de nuit, Président, que nous avons, grâce aussi à cette coopération avec la commune de Papeete. Je remercie d'ailleurs le Tavana Michel Buyard de nous avoir soutenus dans cette initiative, puisqu'il nous a mis à disposition un hangar à Faréouté. Eh bien, un foyer de nuit qui pouvant recevoir 80 personnes, 80 oiseaux de nuit la nuit, c'est le Tuora, que nous avons inauguré l'année dernière, le 24 décembre 2024. Alors, ça a été un geste fort, puisque aujourd'hui, dans ce centre, nous recevons donc des oiseaux de nuit, mais force est de constater qu'il n'est pas rempli. Pourquoi? Comme tu le disais, tu as des oiseaux de nuit qui n'ont pas du tout envie d'avoir des règles. Voilà, c'est le gros problème. Alors, ils sont plutôt là-bas quand il pleut, parce qu'ils veulent pas dormir comme ça, donc ils sont là-bas. Alors, c'est bien encadré puisque nous avons c'est l'association Tetorea qui gère avec les animateurs. Et surtout, Président, nous avons aussi embauché un psychiatre depuis l'année dernière qui fait les rues et qui va à la rencontre de nos oiseaux de nuit et qui leur donne leur traitement. Tu sais, tu parlais de nos oiseaux de nuit avec des problèmes de santé mentale. Eh bien, on peut peut-être remarquer qu'aujourd'hui, il y a moins de violence dans les rues parce que les médicaments sont pris régulièrement. Donc, c'est un psychiatre avec qui je travaille et le mois dernier,
Il est venu me voir en me disant, Fatriha, tu sais que les oiseaux de nuit, il y a moins que prévu. Alors je lui ai dit, ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression d'avoir plus de personnes dans les rues, parce qu'aujourd'hui, Président, il y a peut-être aussi des mendiants. Alors, comment est-ce qu'on a fait au niveau du gouvernement? Eh bien, je prépare actuellement des podcasts qui vont sortir en janvier pour sensibiliser la population, leur expliquer qu'aujourd'hui, on a déjà commencé, on a déjà fait des petits podcasts justement avec les oiseaux de nuit, en disant que ces oiseaux de nuit sont soutenus et sont suivis par le gouvernement et par la société civile, par la communauté, puisque tu as aussi les associations, dont tu as aussi le suivi de Père Christophe. Alors, on a mis aussi en place ces formations, tu le disais, bon, nous aidons aussi Père Christophe, donc en coordination avec le ministère de l'Éducation, puisque c'est le CMQP. Alors, Président, c'est toi qui vas expliquer le CMQP. Le CMQP, c'est le campus des métiers et qualifications de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà. Donc, c'est avec cette association que nous ce dispositif que nous travaillons, et avec le ministère aussi de l'Emploi. Alors, il faut savoir que on a eu une formation de 10 oiseaux de rue au départ, mais à la fin, nous n'avons que 7 qui ont pu être placés. Alors, faute de logement. Alors, il faut que tu saches que nous allons inaugurer en décembre le foyer des primo-travailleurs qui sera vraiment destiné à ces personnes, justement, ces oiseaux de nuit en priorité, sur Punavia, que nous allons inaugurer ensemble, qui est pratiquement prêt. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est leur gros problème. C'est qu'ils peuvent avoir un contrat à durée déterminée ou indéterminée, mais ils ne savent pas où se loger. Alors, il faut aussi savoir... Ou alors, ils ont des problèmes de mobilité. Tu as tout compris. Oui. Mais on va tout mettre en œuvre avec l'association qui va gérer, puisque je vais même mettre à disposition un directeur de centre pour pouvoir les aider, avec aussi un van pour pouvoir les véhiculer, parce que c'est à Punavia. Parce que c'est vrai qu'il ne s'agit pas de donner qu'un bâtiment, il faut penser à tout le fonctionnement. Donc c'est en train d'être fait. Ça aussi, c'est dans le gouvernement, c'est grâce à ton soutien que nous allons le faire. Et ne pas oublier aussi que tu as l'association Tetoria qui a aussi des formations et des placements au sein des entreprises. Et je remercie les entreprises du pays. Un travail extraordinaire, puisque c'est un projet qui a été mis en place dès 2023. Eh bien, aujourd'hui, Président, on a 45 oiseaux de nuit qui sont placés dans des entreprises, tu vois, parce que ça aussi, on le dit pas tout le temps. Mais je te dis, il y en a qui travaillent. Ils sont toujours dans la rue parce que ce qu'il y a, c'est qu'ils ne veulent pas habiter dans un logement parce qu'ils sont obligés d'avoir des règles. Alors, on fait comment? Je te dis, c'est une sacrée réflexion. Ou sais-tu que tu as aussi des oiseaux de nuit? Je trouve un logement et ils me disent, Fatriha, je n'y vais pas, je peux pas aller avec mon chien dormir dans le logement. Je sais pas si tu vois. Donc, tout ça, c'est au coup par coup. C'est pas simple. Mais je préfère terminer sur une note positive. Un jour, j'étais justement, on parlait de maraude, Président. Tu as raison, c'est toi qui as impulsé cette idée de maraude avec les services du pays et de l'État. Donc, on en a fait une au mois de juin, le 18 juin exactement. Et la deuxième maraude, ça sera le 4 décembre, toujours au parc Bougainville. C'est extraordinaire, puisque c'est là qu'on a aussi des témoignages de ces oiseaux de nuit. Alors, à la première maraude, c'est vraiment pour terminer sur une note positive de tous nos oiseaux de nuit. Il y a un marchand de mappé, un vendeur de mappé qui vient me voir et qui me donne 5 paquets de mappé. Fatriha, ça c'est mon cadeau pour toi. Et moi, j'étais là devant tout le monde. J'ai dit, mais pourquoi tu me donnes des mappés? Je n'ai pas acheté de mappé. Il me dit, c'est grâce à toi que j'ai un travail. Et je dis, ah bon? Et il raconte devant tout le monde, on était une vingtaine. Il dit, oui, Fatriha, je suis allée demander un logement. Elle me dit, écoute, tu n'es pas digne de ta femme et de tes enfants, tu n'as même pas de travail. Ben, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, ben, va vendre des mappés. Et il dit, ben, Fatriha, je vends des mappés, ben, je gagne 200 000 francs par mois grâce à toi. Tu vois, Président?
Tu vois, des histoires comme ça, il faut aussi les avoir. Et tu sais, ça, c'est carrément une grande victoire, quoi. Je dis, on n'a pas que des histoires tristes et puis difficiles. Hein. On a aussi des histoires qui sont heureuses. Comme ce vendeur de Mapé. Voilà, j'ai eu droit à 5 paquets de Mapé ce jour-là. Et je me dis, alléluia, si on arrive à faire tout ça. Alors, cette maraude, président, je veux quand même préciser. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la première édition, on a eu quand même 150 oiseaux de nuit qui sont venus. Et ne pas oublier que ce jour-là, il y a une centaine d'oiseaux de nuit qui ont eu leur carte d'identité, grâce au soutien de l'État. Oui, parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais ils sont éloignés de toutes les formalités administratives, ils sont éloignés des soins, ils sont éloignés d'un peu de tout. Voilà. Et le fait de pouvoir concentrer en un seul lieu tout ce dont ils ont besoin, à la fois pour vérifier l'état de santé, pour les orienter éventuellement vers possibilités de stage, de formation, pour ceux qui veulent, hein, parce que tous ne veulent pas. Et également les mettre à jour administrativement, c'est important pour eux. Et puis, en même temps, on les aide en fait à avoir un parcours ce jour-là. Tu sais, on leur donne une petite feuille avec différents points. On doit avoir des signatures et à la fin, on leur donne un kit solidaire pour les remercier et puis on déjeune tous ensemble. Et je te dis, ça nous permet aussi de leur donner un parcours citoyen ce jour-là. C'est peut-être que ce jour-là qui respecte un règlement, président. Et ça, alléluia, c'est grâce à toi. C'est toi qui as impulsé l'idée. Le jour où tu me l'as demandé, j'ai trouvé l'idée extraordinaire. Et je pense que chaque année, notre gouvernement va reconduire au moins 2 fois cette maraude des services du pays. Et sache que la prochaine fois, il y aura aussi la présence de l'État, des services de l'État, comme tu nous l'as demandé, parce que la première fois, on n'avait que le RSMA. Là, il y aura aussi les services de l'État. Voilà. Merci à toi. Parce qu'il faut savoir que pour qu'un gouvernement marche ou un ministère, il faut vraiment le soutien aussi du président et puis des idées extraordinaires du président. Voilà. Bien, ben voilà, on a fini donc cette petite discussion un peu particulière aujourd'hui. Hein. On a les conditions du direct obligées à changer de lieu puisqu'il s'est mis à pleuvoir. La pluie s'est arrêtée entre-temps, mais c'est pas grave, on est bien ici. Ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais venus, ce grand escalier qui mène à l'étage, magnifique pièce qui a été réalisée par les compagnons du Tour de France à l'époque. Oui. Dans ce bâtiment avec cette architecture particulière, hein, souvent quand on vient ici, on se dit mais on est où? On est à Versailles. Bon, c'était un choix de l'époque. Ce bâtiment aujourd'hui, il existe, il est fonctionnel. Je ne sais pas si vous avez pendant le podcast entendu quelques bruits de marteaux. On est actuellement dans les grands travaux puisque il n'y a pas eu de maintenance réalisée pendant beaucoup trop longtemps, donc il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, ce qui explique ces bruits un peu intempestifs de droite et de gauche. On a fini avec ce podcast, donc l'intégralité des interviews des ministres, et on reprendra l'année prochaine avec d'autres formats, je pense peut-être plus thématiques, peut-être plus ciblés sur des choses pratiques qui peuvent vous servir. En tout cas, je voulais remercier encore une fois Minari. Et c'est vraiment avec plaisir, avec honneur que je suis fière d'être la vice-présidente à tes côtés. Et je te remercie pour ta confiance. Merci de votre écoute. Maruru, à bientôt.